Quel genre de procrastinateur êtes-vous? Et surtout, quel impact cela a sur votre bien-être mental? Aujourd'hui, nous allons soulever cette question, c'est-à-dire à partir de quand la procrastination devient un problème, un vrai frein dans votre vie? Quand est-ce que ce comportement commence à grignoter notre estime, notre énergie ou bien même notre envie d'avancer? Nous allons donc décortiquer ensemble les 4 niveaux de procrastination qui vont permettre de se situer et surtout voir comment on peut reprendre le pouvoir. Parce que, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé et on peut agir pour s'en sortir, surtout sans culpabiliser. On commence par le niveau le plus léger, ce qu'on appelle la procrastination fonctionnelle. C'est celle qu'on pratique tous, presque quotidiennement. On repousse un peu, on traîne, mais on finit toujours par s'y mettre. Parfois, c'est même comme ça qu'on est le plus efficace. Prenons l'exemple de Clara, elle est étudiante et elle sait qu'elle doit réviser pour son partiel de psycho. Elle procrastine, elle se balade sur YouTube, elle nettoie son appart et puis la veille au soir, elle se met au travail et elle réussit. Ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne. Ce type de procrastination peut même avoir un effet motivant. On appelle ça d'ailleurs le stress positif. Vous savez, ce petit coup de pression qui va nous booster d'adrénaline. Mais attention, si ce mécanisme devient systématique, il peut créer de la fatigue mentale. Et à long terme, on peut perdre confiance dans notre capacité à anticiper. Et surtout, on n'est jamais totalement serein. Tant que ça ne crée pas de stress durable, que ça n'abîme pas nos relations ou notre santé mentale, c'est plutôt sans danger, mais il vaut mieux rester vigilant. Mais parfois, on ne repousse pas juste par fainéantise. On repousse parce qu'on a peur. Peur de mal faire, peur d'être jugé, peur d'échouer, c'est ce qu'on appelle la procrastination anxieuse. Prenons Julien cette fois-ci, il doit envoyer une candidature pour un job qui le fait rêver. Il a ouvert la page plusieurs fois, il a même commencé une lettre de motivation, mais finalement il ne l'envoie jamais. Il se dit peut-être que c'est pas le bon moment, que finalement c'est pas assez bien. Et pendant ce temps, eh bien, l'offre expire. Derrière cette peur, souvent, il se cache quelque chose. Elle se déguise en perfectionnisme. On se dit qu'on attend le bon moment, qu'on veut bien faire, mais en réalité, on évite l'inconfort. On culpabilise, mais on évite. Et plus on évite, plus le stress monte. C'est là qu'il faut réagir, parce que la peur commence à prendre le dessus sur notre action. Un petit test, si une tâche revient en boucle dans notre tête sans qu'on agisse, il y a fort à parier qu'une peur inconsciente en est la cause. Troisième niveau, la paralysie. On est bloqué. Les choses à faire s'accumulent. Rien que de regarder sa to-do list, ça fatigue. Alors, on ne fait rien. C'est exactement ce qui arrive à Léa. Entre son boulot de freelance, ses enfants à gérer et ses projets perso, elle n'arrive plus à avancer. Elle fait du surplace. Elle passe des heures à scroller son téléphone en se disant qu'elle va s'y mettre, mais elle ne le fait pas. Et en plus, elle s'en veut. Ce n'est plus juste de la procrastination, c'est un mur. Et ce mur, il s'appelle souvent culpabilité, perfectionnisme ou fatigue émotionnelle. Et parfois, derrière cette paralysie, il y a une surcharge cognitive. Trop de décisions à prendre, trop de responsabilités, trop de stimulation mentale. Alors le cerveau dit stop. Si on se reconnaît dans ce type de procrastination, alors il est temps d'appuyer sur pause, de se faire accompagner si besoin et surtout de remettre du mouvement petit à petit. Et puis il y a le dernier niveau, le plus silencieux, celui qu'on ne voit pas toujours arriver, la procrastination chronique destructrice. Prenons Marc, il a 45 ans, il a mis de côté tous ses projets depuis des années. Il reporte tout, il a plein d'idées, mais il n'en commence aucune. Il se dit qu'il n'en est plus capable, qu'il est trop vieux ou qu'il n'a pas les qualités ou les moyens qu'il faut. Elle devient une habitude de vie, on reporte tout, on ne se sent plus à la hauteur, on commence à croire qu'on est comme ça, qu'on est nul, paresseux, incapable. Et là, ce n'est plus une question de productivité, c'est une question d'identité, d'estime de soi, parfois même de santé mentale. On évite les projets, on n'ose plus s'engager, on se replie, parfois même on finit par se saboter inconsciemment. Et pourtant, ce n'est pas de la paresse, c'est souvent un mécanisme de protection face à un trop-plein émotionnel. Si on en est là, il faut savoir qu'on n'est pas seul et que c'est réversible. Mais ça demande d'aller chercher ce qui se cache derrière cette fuite permanente. Et souvent, dans ce type de cas, un accompagnement psychologique ou une thérapie peut être d'un grand secours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement face à la procrastination? Je vais vous parler de la règle des deux minutes.
On commence une tâche juste pour 2 minutes. D'ailleurs, souvent une fois lancée, on va la continuer. Important aussi, c'est de changer son vocabulaire interne. Au lieu de se dire « je dois faire », on va plutôt se dire « je choisis de faire ». C'est tout bête, mais ça change vraiment la posture. Troisièmement, activer le corps, marcher, respirer, s'étirer. Le corps en mouvement aide le cerveau à sortir de cette forme d'inertie. Quatrièmement, fractionner. On divise les grandes tâches en micro-objectifs, un pas à la fois. On peut utiliser aussi des déclencheurs visuels, un post-it, un minuteur, une alarme. Ces rappels doux permettent de relancer l'élan sans pression. Et parfois, il suffit d'en parler, d'être accompagné pour que le poids retombe un peu. Mais attention, on ne doit pas confondre procrastination problématique et l'art de ne rien faire. Parfois, prendre une pause, ralentir, stopper, s'offrir un vrai moment de vide, c'est nécessaire et même bénéfique. D'ailleurs, les neurosciences nous le confirment. Le temps de repos, de rêverie ou d'inactivité apparente stimule notre créativité, renforce la consolidation de la mémoire et favorise les prises de décision. Alors oui, il arrive que de ne rien faire, ce soit justement la meilleure chose à faire. Le tout, c'est de ne pas culpabiliser quand on s'autorise ces moments-là, parce qu'ils ne sont pas synonymes de paresse, ils sont parfois les conditions de notre inspiration future. Pour résumer, on procrastine tous, mais quand ça commence à impacter notre énergie, notre estime ou nos projets, eh bien il est temps de réagir. On n'a pas besoin d'être parfait, juste de remettre du mouvement petit à petit. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à liker, à vous abonner et à la partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.